Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire modèle socio-économique dans le secteur du sport ici et là-bas que nous sommes ravis d'organiser en partenariat avec l'Institut français du monde associatif, à la fois en français et en anglais. Slide suivante. Ce webinaire s'inscrit dans un contexte large à trois niveaux. Premier niveau, c'est celui global des objectifs de développement durable, les ODD, les SDGs, puisque il incarne finalement le fait que face à la complexité des transformations actuelles, toutes les organisations, quelles qu'elles soient, entreprises, associations, fondations, acteurs publics, s'interrogent et se questionnent sur finalement leur pérennité et leur propre évolution. Depuis, deuxième élément, c'est un cadre national. Depuis 2020, la JEPVA et le rameau copilotent un programme reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général avec trois objectifs, trois enjeux. Tout d'abord, partager une culture commune de la diversité de ces modèles socio-économiques. Ensuite, c'est permettre à chacun finalement de pouvoir se situer, se repérer en fonction de son profil d'organisation et de sa position. Et le troisième élément, c'est un enjeu plus large qui est un enjeu collectif, c'est d'apprendre ensemble à piloter la complexité, notamment la complexité des trajectoires socio-économiques. Depuis 2023, la plateforme trajectoire socio-économique, qui a été inaugurée avec la ministre en charge de la vie associative au Forum national des associations et fondations en 2023, capitalise 15 ans de travaux collectifs pour valoriser les pratiques émergentes et développer des compétences utiles pour pérenniser la diversité des modèles d'intérêt général. Slide suivante. Quand on parle de capitalisation et de programme, ces webinaires ont lieu chaque troisième jeudi du mois. Et en termes de capitalisation, elle existe sur deux axes. Tout d'abord sur la plateforme Trajectoire socio-économique qui vous permet d'accéder au replay et aux synthèses de l'ensemble des webinaires diffusés depuis octobre 2020 et également via la base Impact Alliance dans laquelle vous pouvez accéder directement aux témoignages qui vous intéressent en particulier. Plus d'une centaine de décideurs publics et privés, du local à l'international notamment, ont pris la parole depuis 2023. Slide suivante. Et aujourd'hui, ce qui nous anime, donc c'est cette année, pardon, le cycle s'appelle Impact et trajectoires socio-économiques. Il articule chaque mois, soit il met en exergue une dimension qui concerne les acteurs d'intérêt général, soit il met en exergue une dimension qui concerne les territoires et les écosystèmes territoriaux. Donc aujourd'hui, on est ravi avec l'Institut français du monde associatif finalement de poursuivre sur le chemin des acteurs d'intérêt général ces questions de comment on peut arriver à mettre en œuvre des trajectoires socio-économiques qui correspondent au mieux, au plus près des besoins de sa structure avec le modèle du sport. Et donc, chaque mois, vous avez un double regard, soit les organisations d'intérêt général, soit celui des projets de territoire qui mobilisent l'ensemble des profils d'acteurs présents localement. Slide suivante. Au menu aujourd'hui, vous allez entendre trois temps. Tout d'abord, la thématique du jour, donc les modèles socio-économiques dans le domaine du sport par l'IFMA, autour de témoignages inspirants du projet européen de recherche CIMASC, puis la mise en perspective de la recherche empirique du rameau sur le thème transition, apprendre à articuler théorie et pratique, et enfin un partage d'actualité du mois de juin, pour lequel la transition écologique était au cœur de nos sujets. Slide suivante. Sans plus attendre, j'invite Florian Covelli, directeur général de l'Institut français du monde associatif, à nous présenter ces témoignages qui s'annoncent passionnants.
Merci Yann et merci au Rameau pour d'avoir invité l'Institut à animer et modérer cet échange autour des modèles socio-économiques dans le secteur sportif. Peut-être auparavant présenter en quelques mots l'Institut dont la mission, l'Institut français du monde associatif, dont la mission est de renforcer la connaissance du monde associatif et sur le monde associatif. C'est un rôle de lien entre les besoins de connaissances exprimés par les associations et par leurs partenaires d'un côté, et puis de l'autre côté, le monde de la recherche. C'est aussi un rôle de recherche et développement qui aboutit à des applications concrètes pour les acteurs associatifs, pour les collectivités locales ou encore pour les fondations. On en aura une illustration sur ces applications concrètes dans un instant. Je suis très heureux d'animer cette table ronde justement parce que je pense qu'elle va faire du lien entre deux chercheurs et un acteur que je vais vous présenter dans un instant, entre les travaux que l'Institut a conduits ou financés sur les modèles socio-économiques associatifs et un projet de recherche d'ampleur sur cette thématique dans le monde sportif, et puis faire le lien aussi entre des associations et des chercheurs français et des chercheurs et des associations européens et d'Amérique latine. Alors, pour aborder le thème de notre webinaire, j'ai la chance d'accueillir trois experts intervenants. Yann Carin, tu es maître de conférence au sein de l'UFR 3S, pardon, de l'Université de Lille, où tu es responsable du master Erasmus Mundus Goals. Tu es chercheur en sciences de gestion au laboratoire UREPS équipe Sherpa et tu as aussi des engagements dans le monde des clubs sportifs puisque tu es membre de la commission de contrôle des clubs à la Fédération française de foot et membre de l'Observatoire national du sport. Ton expérience t'a amené à t'engager à l'international et en articulation avec des acteurs d'autres pays et c'est comme ça que tu es devenu le coordinateur du projet Erasmus plus Sport CEMASC. CEMASC, c'est pour dire Socio-Economic Models of Amateur Sport Clubs, que tu nous présenteras dans quelques instants. Guillaume Delcourt, tu es depuis 30 ans expert de l'accompagnement des modèles socio-économiques des associations sportives et depuis 25 ans, tu es investi dans la filière olympique, au niveau local dans l'accompagnement des associations, des ligues et des comités en lien avec les politiques publiques, au niveau national au CNOSF avec des missions plus spécifiques sur l'insertion par le sport, l'accompagnement des fédérations sur leur stratégie en matière d'équipement sportif et de besoins en lieu de pratique. Et puis, André Calapez, tu es doctorant à l'Université de Lisbonne et tu es aussi consultant auprès de clubs de football associatifs. Alors, peut-être juste à l'attention de vous qui assistez à ce webinaire, on aura un temps de questions-réponses qu'on prendra à la fin de notre échange qui va durer un peu moins d'une heure. Donc, n'hésitez pas à utiliser cliquer sur l'icône Q&R, questions et réponses en bas avec le point d'interrogation pour nous poser vos questions au fur et à mesure et on les prendra à la fin. Alors, Yann, on va commencer avec toi. Peut-être pour commencer par nous dire ce qu'est ce projet CEMASC, comment il est né, pourquoi un projet international et puis peut-être aussi pourquoi l'Amérique du Sud. Bonjour à tous, merci de nous donner l'occasion de pouvoir présenter ce projet qui est cofinancé par l'Union européenne, comme vous pouvez le voir ici, donc autour du modèle socio-économique des associations sportives. La genèse en fait du projet est partie d'abord d'une recherche qui avait été menée sur le modèle socio-économique des associations sportives sur le territoire des Hauts-de-France et qui avait été impulsée par nous au niveau en tant qu'enseignants-chercheurs du laboratoire UREPS et puis Guillaume Delcourt au niveau du comité régional olympique et sportif des Hauts-de-France avec un objectif qui était d'essayer de comprendre un petit peu sur les différents piliers du modèle socio-économique des associations sportives. Donc on a repris les trois piliers de la définition d'un modèle socio-économique. On a ajouté d'autres dimensions de façon à comprendre ce que pouvait être le modèle socio-économique des associations sportives sur le territoire des Hauts-de-France et avec la volonté de pouvoir assez vite l'étendre à d'autres régions françaises. Et
Donc, comme le précisait Florian Covelli, j'ai la chance de pouvoir coordonner un diplôme de master Erasmus Mundus, hein, avec quatre autres universités européennes, dont l'université de Lisbonne, dans laquelle est inscrite André Calapese, de pouvoir de se dire que s'il y avait une réflexion qui était menée autour des associations sportives en France, on pouvait peut-être l'étendre en Europe. Et dans le cadre d'une mobilité qui avait été financée sur l'Amérique du Sud par la région des Hauts-de-France, j'ai pu discuter avec d'autres partenaires, aussi bien dans le mouvement sportif que universitaire, pour essayer de comprendre ce que pouvait être leur modèle socio-économique aussi en Amérique du Sud, avec une dimension qui était celle-ci. Les associations sportives, comme en France, sont plus régulièrement en Amérique du Sud confrontées à des crises économiques, financières et, comme nous on a pu le connaître, la crise de la Covid, avec l'objectif qui était de dire bah, peut-être que un des deux modèles, les deux modèles ont à apprendre chacun l'un de l'autre. Et donc on a donc candidaté avec et c'est tout le projet CEMAS que cette articulation avec le comité olympique, des fédérations et des enseignants-chercheurs, on a candidaté pour avoir un financement Erasmus Plus Sport qu'on a décroché en 2022 et pour lequel on va pouvoir vous présenter aujourd'hui un certain nombre de résultats. Merci beaucoup Yann. Et maintenant on passe à toi André. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les premiers résultats, hein, puisque l'enquête est encore en cours, mais on a la chance là en primeur de pouvoir partager avec vous les premiers résultats obtenus suite à cette enquête réalisée dans la première phase du projet CMASC. Hello, everyone. Good morning. So first, thank you to Florian for the kind introduction and to Jan as well for introducing the SEMASC project. So we'll start off with some general information about the data collected. We'll go through the dimensions that we decided that would be okay for the SEMASC project, taking into consideration the literature review that we conducted. So regarding this first general information, we'll look first at the regions, and we can see that European clubs represent 79% of our total sample, making them the majority in our database. And football clearly stands out as the most represented primary sport, accounting for 21%, followed followed by basketball and tennis with 8.8 and 6.1%. And looking at our first regional comparison, we see that most clubs, both in Europe and South America, follow a unisport model with 74% in Europe and 58% in South America. You can go to the next slide, and we'll go for more region comparisons. We'll be focusing on region comparisons now. So we begin to notice some regional differences here, starting with the competitive level of the club's top teams. So in Europe, most teams compete at the national level with a balanced distribution across regional, state, and other levels. And in South America, while the national level is also prominent, there is a significant proportion of teams competing at a metropolitan level, which does not happen in Europe. Regarding club size measured here by the number of members, in Europe, the majority of clubs have between 101 and 400 members. This accounts for 57%. And in South America, the largest group consists between 0 to 100 members. And this distinction is particularly relevant when we consider revenue distribution, which we'll explore later. So this is the first strong indicator of maybe some financial disparity between regions. Finally, just finishing up, in terms of federation affiliation, most clubs in Europe and South America are members of their respective national federations. You can go to the next slide. So here we look at the organizational challenges, the organizational problems, and we observe both common trends and also some regional differences between
regions. So in both Europe and South America, clubs frequently report problems in recruiting and retaining volunteers, as well as a challenge of participating in competitive sports. These appear to be consistent among the top 5 most common issues in the clubs. However, the remaining challenges differ between regions. So in Europe, clubs struggle particularly with recruiting qualified coaches and with attracting spectators. And in South America, the main concerns are mostly related to the structure, in the sense that the significant issues are related to the financial situation and to the adequacy of their sports facilities. We can go to the next slide. And to close this section on general information, we look at which associative project do clubs give more priority to. So in Europe, the leading priority is clearly physical motivation with 52%, followed by conviviality with 38%. And a similar trend is clearly observed in South America, where physical motivation is even more dominant and followed also by conviviality. This highlights the universal importance of health and social connection. So here in the infrastructure slide, we have that in Europe, the vast majority of clubs do not own a sports facility. In South America, the situation is more balanced. So 53% of the clubs are not owners, while 46% own their own infrastructures. And when it comes to the use of private facilities, European clubs rarely use them, whereas in South America, there is again like a more balanced distribution. And finally, regarding the use of public facilities, a very high proportion of European clubs rely on public infrastructures. And in South America, the usage is also high, but it shows a more spread out usage between public, private, and own options. We can move now onto the human resources dimension. So here, starting with the volunteers, in Europe, most clubs report having between 0 and 30 volunteers, mainly concentrated in the 0 to 10 and 11 to 30 ranges. In South America, clubs report a greater difficulty in volunteer recruitment, with 79% having 0 to 10 volunteers. Looking at the number of employees, in Europe, most clubs have either no employees or 1 to 10 employees, with very few reporting higher staff numbers. And South American clubs show a more balanced distribution. So 31% have no employees, 49% have 1 to 10, and then 12% have 11 to 20. Finally, regarding paid executives, the numbers are somewhat similar between the two regions, but South America has a higher proportion of clubs with 1 to 10 paid executives compared to Europe. So it's 26% compared to 16.4 in Europe. Now we take a look at the finance dimension. We look at the annual budgets first. In Europe, there's a more modest and stable financial structure, probably linked to the volunteer-based model that we saw before. So over 50% of European clubs operate with a budget between 0 and 50,000. In South America, there's a wider spread, with a significant portion of clubs reporting budgets between 10 and 50,000 euros. Interestingly, in recent years, on the second graph, we can see that European clubs have experienced budget increases, while South American clubs are more likely to report a budget decrease. We can move on now to the next slide. So here, the distribution of revenues. We see some important patterns. So in both regions, membership fees are a key source of incomes for the clubs in those regions, highlighting the essential role of engaged club members, as we saw before on one of the first slides. In Europe, public subsidies are especially critical for the financial sustainability of clubs. And in South America, while public support seems to be relevant, there is also sponsorships and social events that play a pivotal role in club funding.
as I said before, the more members a club has, the greater its potential revenue, not only through the fees, but also through volunteer support, which reduces operational costs and increases the financial sustainability of amateur organizations. You can move on to slide 11. So here, looking at alliances and cooperation, the alliance dimension, in terms of partnerships with public authorities, European clubs show a higher level of cooperation, 65.4% compared to the 56% in South America. Regarding the collaboration with companies, the majority of clubs in both regions report that there are not corporate partnerships. The percentage of the clubs that do is still higher in Europe. And finally, South America tends to lead in partnerships with other amateur clubs, with 52% of clubs reporting such collaborations compared to the 36% in Europe. So the numbers reflect here somewhat of different approaches regarding their community network and the institutional support across both regions. We can move on now here to our last slide. So to summarize everything, we see that European clubs are clearly more represented in our database. We see that football is the most common sport as the dominant one across all clubs. The Unisport model dominates in Europe, and in South America, while it's also greater, it shows a more balanced approach. There are common challenges for both regions. However, South American clubs face more severe financial and facility-related issues, while European clubs struggle more with coach recruitment and audience engagement. Most of the clubs are members of national federations, and European clubs normally do not own their own facilities, relying very heavily on public infrastructure. And in contrast, South American clubs show a more balanced model of facility ownership. Let's put it like that. In both regions, budgets are similar. Everything was of course checked in euros. Membership fees and public subsidies are key revenue sources. As we said, in South America, sponsorship and social events are also very pivotal for clubs. More South American clubs report a recent decrease in budget compared to European ones. And in terms of alliances and partnerships, we see that public authorities and companies are somewhat more likely in Europe, and with other clubs, we tend to see that type of relationship happens more in South America. So these insights underline our need to keep collecting data to create an even clear and more robust picture here of the amateur sport ecosystem that will help us further shape and guide practical recommendations for clubs and other stakeholders. Thank you, everyone. Un grand merci, André, pour cette présentation très, très claire. On va maintenant continuer avec toi, Guillaume, mais juste avant ça, et on vous l'a rappelé dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure à travers l'onglet Q&R, de façon à ce que on puisse les traiter dans notre moment de questions-réponses à la fin de nos échanges. Guillaume, on continue avec toi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette question des modèles socio-économiques anime tant le mouvement sportif aujourd'hui? Puis, puisqu'on l'a vu, il y a une question de coopération, et notamment sur les relations avec les partenaires publics. Comment est-ce que toi, tu as vu se transformer, alors peut-être en particulier en France, les attentes, les rapports des politiques sportives, notamment territoriales, concernant les associations, et avec quels effets sur les organisations ou sur les stratégies des associations et des fédérations? Oui, effectivement, ça a été rappelé en introduction. Cette question des modèles socio-économiques, elle n'est pas nouvelle. Ça fait plus de 30 ans qu'elle est traitée dans le secteur du sport, notamment en lien avec les collectivités publiques, parce que les communes sont quand même celles qui accompagnent le plus souvent les clubs locaux.
à ce moment-là de l'intervention, il faut que je rappelle qu'en France, on a une organisation qui est quand même très structurée avec un niveau local où les clubs sont déployés, déploient leur offre de pratiques sportives et ensuite ils sont fédérés par des têtes de réseau qu'on retrouve au niveau départemental, puis régional, jusqu'à la tête de réseau nationale représentée par la fédération de la discipline concernée. Et oui, effectivement, depuis 30 ans, on a eu des politiques publiques d'aide à l'associatif qui se sont au fil du temps un peu déplacées pour davantage aider l'aide à l'emploi avec des mesures différentes qui se sont succédées. D'une manière générale, on peut dire quand même que la tendance était un peu au désengagement des finances publiques, qu'on connaît toujours aujourd'hui dans le sport, avec l'actualité que vous avez dû lire dans les journaux. Mais cette tendance sur l'aide aux emplois s'est matérialisée notamment dans la fin des années 1990, début des années 2000, avec un gros programme qui s'appelait les nouveaux services, nouveaux emplois ou les emplois jeunes, où là où on a eu au bénéfice du secteur associatif sportif, notamment fédéré, une grosse aide de la part des pouvoirs publics pour embaucher des gens qui venaient aider au projet, le projet associatif. Euh, Évidemment, ça s'est traduit au fil du temps par l'embauche de personnes qualifiées, ce qui a un coût, évidemment, et qui a engagé les associations dans l'obligation d'aller rechercher des ressources supplémentaires pour pérenniser ces emplois. Alors, à la fin des premières aides, effectivement, le, le- les gouvernements successifs ont engagé les politiques publiques vers des pérennisations de ces emplois en accompagnant bien sûr les associations dans une ouverture de leurs projets économiques. Et euh, dans ce cadre-là, on a eu recours de plus en plus fréquemment à des consultants des sociétés privées qui sont venus avec des leviers pour améliorer cette richesse économique. Alors, il y en a plusieurs, on va les citer là pour qu'on les ait bien en tête. Alors, d'abord, le classique, vous allez augmenter vos tarifs de licence et de cotisation, ce qui pose évidemment beaucoup de questions dans l'associatif, qui est d'intérêt général la plupart du temps, même quasiment tout le temps. Et donc, ça posait des questions évidemment sur les territoires, ces augmentations de tarifs, quand on a des politiques un peu sociales. Deuxième levier, ça a été la diversification des publics. Et on a vu apparaître des offres pour les babies, les 5-6 ans, sur les plus vieux. Donc on a eu un élargissement quand même considérable de l'offre de pratique euh, et des publics, bien entendu. Offre de pratique qui s'est aussi modifiée sous l'impulsion d'innovations techniques, sociales, qui ont amené de nouveaux sports, qui ont été plus ou moins intégrés dans le giron fédéral. Euh, ces sociétés nous ont emmenés aussi sur la question de la prestation de services, ce qui pose énormément de questions, évidemment, quand on est à but non lucratif et qui repose des questions fiscales, bien entendu. Donc, il y a des questions qui ont complexifié un petit peu le pilotage de ces associations. Depuis quelque temps, avec la transition numérique, on voit apparaître de plus en plus d'outils numériques qui permettent bah, d'ouvrir sur de nouvelles façons d'obtenir des ressources ou de prendre des adhérents. Donc, on a eu des solutions numériques pour la prise de licence, la prise de cotisation, ou d'utiliser les porte-monnaies numériques avec des systèmes de cashback qui permet, comme vous le trouvez dans les banques aujourd'hui, d'avoir la possibilité de récupérer de l'argent et de faire un don à son association préférée
Ça s'est multiplié. Le CNOSF a produit lui-même son application avec Ma Petite Sponso, qui s'est développée depuis quelques années. Et puis, on a recours de plus en plus à la mutualisation de l'emploi, ce qui a donné lieu à la création de groupements d'employeurs, évidemment pour essayer d'échapper aux contraintes administratives, à la gestion de l'emploi qui est un peu lourde pour les petites associations. Alors, je rappelle aussi que dans le mouvement fédéral, 66% des associations ont moins de 100 licenciés. Et pratiquement 90% des associations fédérées ont moins de 500 licenciés. Donc, on est sur des associations de taille moyenne en comparaison à ce qu'on peut trouver notamment en Allemagne, où là, on va avoir des associations de plus de 1000, 2000 licenciés avec des moyens très différents. Donc, vous voyez que ces premières accompagnements de société nous ont emmenés sur des questions essentiellement économiques. Et on a oublié, euh, plus ou moins volontairement, la question sociale qui se déploie aujourd'hui avec une autre forme d'accompagnement qui s'est expérimentée très récemment, depuis quelques années, dans la région Hauts-de-France, sur la base d'une méthode employée par la Fédération des centres sociaux. Donc vous voyez qu'on est allé chercher dans l'intersectoriel une nouvelle méthode pour travailler sur ces modèles socio-économiques cette fois-ci. Et les leviers sont là, en premier lieu, questionner le projet associatif. Qu'est-ce qu'on veut faire? Avec qui on veut le faire? Sur quel territoire on veut le faire? Et donc, il y a cette notion de connexion au territoire qui est extrêmement importante. Ça nous a amené évidemment à repenser notre relation avec les alliances, les coopérations, et évidemment d'essayer à les élargir. Et troisième pilier de cette démarche, c'est s'employer à travailler les richesses humaines, c'est-à-dire qu'elles soient bénévoles ou qu'elles soient salariées, parce qu'on a dans le secteur associatif et sportif des gens qui ont des contrats de travail, mais qui ont des convictions, qui s'engagent pas forcément par hasard dans ce secteur-là et qui veulent le faire perdurer. Donc oui, on a des évolutions majeures qui se sont déployées depuis 30 ans avec des leviers différents. Une petite euh, explication avec un projet en cours sur le territoire du bassin minier dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin les Hauts-de-France, mais on va dire sur la dorsale minière. Nous avons un territoire qui réfléchit à une transformation de ces activités par le tourisme sportif et qui souhaite le faire avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc en particulier les associations présentes localement. Et cette expérimentation a donné lieu à des animations, des explications, des incitations auprès du secteur associatif sportif fédéré pour les amener à des évolutions de leur modèle socio-économique. Le résultat que je vous donne là aujourd'hui, c'est que c'est pas si facile de faire évoluer son modèle socio-économique quand on est dans un modèle fédéral, c'est-à-dire qui fonctionne plutôt bien, avec une reproduction de l'offre de pratique d'année en année. Et il y a une grande prudence à l'égard de ces évolutions, d'abord parce que ça produit euh, des prises de risques, à la fois financières, mais aussi en termes de ressources humaines. Ça engage vers des nouveaux territoires administratifs qui peuvent être très compliqués. Et on sait déjà que la sollicitation administrative est déjà trop grande, nous disent les dirigeants, et que ça effraie et repousse aujourd'hui les dirigeants à évoluer, à élargir un petit peu leur projet associatif. Et puis, on n'est pas dans un contexte sécurisant, notamment après les années Covid, qui nous ont un peu ébranlés sur le secteur associatif sportif, hein, avec la baisse évidemment de licenciés, de cotisants,
même si certaines disciplines ont repris depuis une trajectoire ascendante, on reste toujours sur des traumatismes avec la difficulté de récupérer à la fois des bénévoles, mais aussi des adhérents. Et donc, on est sur des réactions un petit peu timides aujourd'hui, prudentes, je vais dire, par rapport à ces évolutions de modèles économiques. Euh, pour finir, rappeler évidemment que dans ce qu'on appelle les clubs fédérés, euh, 84%, et là je m'appuie sur une enquête qui a été faite par le Comité national olympique et sportif français via son centre ressources du dispositif local d'accompagnement, une enquête qui a révélé que, en fait, sur les clubs, 84% des recettes sont d'origine privée et finalement que la part des financements publics, et notamment la plupart du temps c'est la commune, 16% sont d'origine publique. Donc on voit le modèle que nous avons dans ce fonctionnement associatif fédéré et, et que on veut préserver ça malgré des difficultés que l'on rencontre aujourd'hui avec ben, évidemment quelques partenaires privés qui commencent à s'échapper, qui eux aussi sont soumis à la crise économique que nous traversons aujourd'hui. Merci beaucoup, Guillaume. Et donc, ça rejoint, tes propos rejoignent les premières conclusions du projet CMASC. Qu'est-ce que, on va rester avec toi peut-être plutôt sur la dimension de projection et de perspective, que- et à partir notamment des travaux de CMASC, qu'est-ce que le mouvement sportif peut attendre des apports de cette recherche et d'un projet comme CMASC? Euh, alors, j'ai expliqué que nous avions nos propres enquêtes internes sur le mouvement associatif fédéral. Donc, on a quelques informations. Malgré tout, on a quelques biais hein, quand on fait nos enquêtes de façon interne. D'ailleurs, sur les enquêtes sur les ressources des fédérations, environ une cinquantaine de fédérations ont bien voulu jouer le jeu des questions-réponses, mais essentiellement sur les ressources. On n'a pas la structure de dépenses. Donc vous voyez qu'on peut avoir rapidement des biais. Donc on a besoin de connaître un petit peu ce qui se passe avec un œil extérieur, un œil plutôt objectif. On a besoin aussi de se confronter à l'intersectoriel. Vous l'avez vu tout à l'heure, on l'a fait précédemment sur la méthode de regard sur les modèles socio-économiques avec la Fédération des centres sociaux. On a besoin d'avoir des partenaires qui regardent objectivement, sans complaisance, et qui nous disent évidemment là où il y a matière à évoluer, à changer un peu nos modèles. Euh, Ça se fait évidemment avec le CMASC et ses sources de résultats très intéressants, très éclairants. Ça se fait à l'échelle européenne, c'est encore mieux parce que nous pouvons comparer les astuces, les démarches entreprises par les collègues à l'échelle européenne. Et puis surtout, la perspective de pouvoir regarder ce qui se fait à l'échelle internationale et notamment dans l'Amérique du Sud, qui ont des fonctionnements complètement différents, peuvent être complètement inspirants. Donc, ça veut dire que nos modèles qui fonctionnent depuis 100 ans sur le modèle associatif, avec une aide publique plus ou moins importante selon les années, pardon, euh, aujourd'hui, il faut l'éprouver, le confronter à d'autres visions, d'autres méthodes, d'autres fonctionnements pour voir ce qui nous permet d'entreprendre finalement, puisque là, on va parler d'entrepreneuriat, quelques changements dans nos modèles socio-économiques. Voilà ce que je retire moi essentiellement de ces évolutions et l'apport du CEMASC, c'est une ouverture d'esprit, une confrontation avec des méthodes différentes et puis bah, des visions de développement du secteur associatif qui sont inspirantes.
Merci Guillaume. Yann, est-ce que, si on reste sur les perspectives, la projection, tu peux nous dire quelles sont les prochaines étapes du projet CEMASC? Et puis, comme je crois il se termine en 2026, est-ce qu'on peut dire que aussi il y a des perspectives à l'issue de ce projet? Oui, ben, déjà merci encore à Guillaume pour son éclairage d'expert et tout l'historique sur les associations sportives et sur leur modèle socio-économique. Euh, je peux peut-être rajouter, avant de parler des perspectives, peut-être rajouter aussi que ce qu'il y a de commun en fait dans l'étude qu'on a réalisée entre l'Amérique du Sud et les associations sportives européennes, ce qui ressort très régulièrement dans le discours ce qu'on leur a demandé, les challenges auxquels elles étaient confrontées, la pratique autonome, la montée de la pratique autonome dans les populations. Hein. Je pratique moi-même, je ne m'inscris plus dans un club parce que je ne veux plus aucune contrainte d'horaire imposée par le club, parce que lui, il a des contraintes par ailleurs de disponibilité des installations sportives. La digitalisation du sport, hein, je pratique moi-même et j'ai ma montre connectée qui me permet de me donner un entraînement ou j'ai un programme sur Internet que je suis. La concurrence également, hein, qui est commune à tous les secteurs, à toutes les, on va dire les deux régions, la concurrence avec le développement de clubs sportifs privés et de nouvelles pratiques qui sont apparues. Et comme le disait très justement Guillaume, on a des associations aujourd'hui qui, si elles ne se réinventent pas dans l'offre de pratique, risquent de passer à côté d'une demande, si vous prenez le tennis, hein, avec le développement, vous l'avez vu, des centres de padel et peut-être bientôt des centres de pickleball. Donc ça veut dire qu'on a une pratique qui est très volatile et puis l'arrivée de nouvelles pratiques demande à ce que le club puisse être en mesure de changer rapidement avec parfois des contraintes qui est l'installation sportive. Hein. On ne peut pas faire d'une salle de sport classique où on avait la possibilité de mettre deux poteaux et un filet et on avait un cours de tennis qui était tracé dans la salle de sport à une salle de padel où vous jouez avec quatre murs à une salle à un terrain de pickleball où là les dimensions ne sont pas les mêmes. Donc voilà, il y a cette partie-là qui est très commune. Euh, Par contre, ce qu'on retrouve au niveau des associations européennes, c'est cette logique qui a changé dans l'attribution des subventions. Hein. On était dans une logique, je vais dire, en grossissant bien évidemment le trait de subvention automatique dès que vous étiez une association qui était reconnue par le maire ou par le conseil municipal comme jouant un rôle dans la ville. Vous aviez une reconduction des subventions, pardon, et à une logique où aujourd'hui, en fait, l'association, elle est obligée de répondre à des appels à projets. Et donc, ça veut dire qu'il faut être capable en interne d'avoir des ressources humaines, des richesses humaines capables de répondre à cette nouvelle pratique dans l'attribution des subventions. Bon, voilà, c'était juste le petit aparté sur les challenges. Je rejoins également Guillaume sur la partie valeur. Parce qu'en fait, euh, si vous faites partie vous-même d'un club, et je suis sûr que parmi tous ceux qui sont présents aujourd'hui, beaucoup, je l'espère, font partie d'un club sportif et pratiquent une activité physique et sportive, si vous faites partie d'un club, parfois beaucoup de clubs ne sont pas en mesure ou ne pensent pas à afficher quelles sont les valeurs que, elles développent et qu'est-ce qui anime aujourd'hui le club en termes de valeurs. C'est pour ça que nous, on leur a demandé de se positionner sur quatre projets associatifs, hein, la convivialité, la motivation physique, la performance, le contact avec la nature et la santé et le bien-être. Et on voit en fait que progressivement, on peut avoir un basculement vers plus de convivialité et moins de, euh, de recherche de je vais dans un club pour aller compétition, il faut que je fasse de la performance. Il y a des clubs qui se spécialisent là-dessus et qui communiquent sur cette recherche de performance sportive, mais de plus en plus, on a des clubs qui vont attirer un nombre important de licenciés qui est séduit
si je peux dire ça, par le discours de on vient chercher de la convivialité, on vient chercher de la santé et du bien-être, parce que on a aussi des personnes qui aujourd'hui n'ont pas cette recherche-là de performance sportive. Alors, sur les perspectives maintenant, euh, au niveau des perspectives, nous, bien évidemment, on veut continuer à avoir un échantillon qui soit encore plus représentatif, notamment, si vous avez vu, il y a une bascule il y a un déséquilibre actuellement entre Europe et Amérique du Sud. Donc, on pousse nos partenaires sud-américains à continuer à collecter avec un élément qu'il faut avoir en tête, c'est que le nombre de clubs sportifs amateurs est moins important dans certains pays que ce que, à population égale, que ce que nous, on peut connaître en France. Hein. C'est le cas, par exemple, de l'Argentine, 12 000 clubs. En France, on a à peu près 110 000 clubs associations sportives. Donc voilà, il y a des déséquilibres assez importants, ce qui fait qu'on risque d'avoir un déséquilibre au niveau de l'échantillon. Ça, c'est continuer la collecte et dans le même temps, c'est le cas, c'est la discussion que nous aurons la semaine prochaine à Lisbonne avec les partenaires et c'est le développement d'une plateforme d'outils pédagogiques qui vont être mis à disposition de tous les clubs qui auront été remplir leur questionnaire, le questionnaire sur la plateforme, qui auront pu comparer sur cette plateforme leur modèle socio-économique au modèle socio-économique des autres associations sportives du même territoire et donc du même pays et de la même discipline. Et une fois qu'ils auront fait ce travail-là, ils pourront avoir accès à une plateforme d'outils pédagogiques. Alors, je le dis tout de suite, on ne va pas réinventer ce qui a déjà été fait et très bien fait par d'autres. On va mettre la possibilité d'avoir accès à ces liens-là sur la plateforme et on va peut-être développer des outils peut-être plus spécifiques sur des thématiques répondant suite à à la présentation des résultats. Merci beaucoup, Yann. Et puis, j'avais aussi une question d'ouverture pour André, puisque CMAST, c'est un projet, on voit bien, avec des informations qui vont être extrêmement utiles à outiller les stratégies, les organisations des clubs, des fédérations, voire inspirer aussi les politiques publiques. Moi, j'avais une question sur, comme on parle aussi d'une une recherche participative. André, qu'est-ce que ce projet a apporté aux chercheurs de l'équipe CMASC? Okay, so let's go through a couple of points. I think that as researchers, it's really easy to fall into the habit of focusing mainly on theory, on abstract models, ideal frameworks. And don't get me wrong, that is also fundamental for research and for the advance of sports management. But sometimes we risk losing touch with practical realities that are faced by clubs that are on the ground. And as Jan said, in other words, reality is volatile and it's evolving. And it's evolving very fast. I believe that COVID, for instance, was a real sign of that. The impact that something can have from day to night on sports organizations. And so the challenges that amateur sports clubs face today are not the same that they were 5, 10 years ago. And that's why it's so important for researchers to be closely connected to real world problems. And I think that projects like SEMASC really remind us of that. And so through this project, I think that we've been able to already capture a broad and a really good comparative picture of the national realities and between Europe and South America. And what emerges clearly to me is that amateur clubs are facing serious socioeconomic challenges. And many of them are simply not prepared to respond effectively today. We already knew the problems, we just confirmed them. There is a lack of strategic leadership. In many cases, clubs don't have the resources, the internal capacity or vision to take the next steps forward. And whether that's in their own specific governance, their financial planning, member engagement, whatever it is. Of course, every case will have its specific intricacies,
but there are takeaways, general takeaways that we can gather from the general puzzle that we've drawn up here. And so I think that SEMASCS gives us more than just data. It gives us real problems that research can follow, understand, and try to help solve, and also can create the capacity for these clubs or develop the capacity for these clubs that participated in the project to try and develop themselves and to try and get better through our research project and through our endeavors. So that's how I think that the SEMASC project really impacts research. Thank you. Merci, merci André, merci à tous les trois. Je vous propose qu'on passe maintenant aux questions-réponses. Vous avez été plusieurs à poser vos questions sur le chat. Il y a une première série de questions que je voudrais poser à Yann, une deuxième série de questions que je poserai ensuite à Guillaume. Je vais vous les poser toutes maintenant et vous disposerez de 3 minutes chacun pour répondre. Challenge. La première question pour Yann, il y a une forte corrélation, y a-t-il une forte corrélation entre taille du club, budget et le fait d'être propriétaire? Toujours pour Yann, est-ce que on a constaté des disparités significatives au sein de l'Union européenne et au sein des pays d'Amérique du Sud, puisque là on a comparé deux blocs. Donc est-ce qu'on a aujourd'hui capacité à entrer un peu au sein des différents blocs pour faire parler des différences entre les pays? Et est-ce que vous avez fait un lien avec des indicateurs d'efficacité, politique publique ou résultats sportifs? Troisième question, toujours pour Yann. La recherche de sponsors est de plus en plus difficile eu égard à la situation économique. Quelles autres sources de financement pour nos clubs? Et parce que Guillaume Delcourt avait le droit de jouer aussi, à poser des questions ou réagir. Et donc, je vais reprendre cette remarque aussi de Guillaume qui disait 90% des têtes de réseau veulent élargir les ressources contre 7% des clubs au local. Donc, ce qui peut poser question. Donc, première série de questions pour toi, Yann. Allez, je garde la salle de questions suivante pour Guillaume après tes réponses. Bon, donc, première chose, première remarque pour la première question, la corrélation entre taille du club, budget et être propriétaire. Alors, taille du club en nombre, je suppose, de membres. C'est sûr que lorsque vous êtes dans un club avec un nombre de membres plus important, le budget est souvent bien plus important. D'accord? Donc, il y a une corrélation entre taille du club et budget. Alors, être propriétaire, et c'est ça qui fait une différence significative, selon moi, vous avez dû le voir dans les slides, entre les clubs sud-américains et les clubs européens. On a en fait beaucoup plus de clubs sud-américains qui sont propriétaires de leur installation sportive, ce qui est très rare en France, hein. Si vous allez dans un club, le club utilise les installations sportives publiques, hein, qui sont mises à disposition par la collectivité. Donc oui, dans ces clubs-là, en Amérique du Sud, le fait d'être propriétaire fait que votre budget est beaucoup plus important, parce que vous allez devoir aller chercher des ressources parmi les membres. Et là, je peux vous assurer que les premières constatations que j'ai faites sur le montant de la cotisation payée par les membres est beaucoup plus importante que ce que nous, on accepterait de payer en France pour aller pratiquer une activité physique dans un club. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, en Amérique du Sud, vous avez vraiment deux gros types de clubs, ce qui fait que si vous avez regardé un petit peu la répartition du nombre des membres, en Europe, on a au-delà de 1200 membres, hein, on a une proportion très petite de clubs qui est au-delà de 1200 membres, alors que cette proportion, elle est de 6% dans les clubs sud-américains, ce qui n'en fait pas la plus grande partie, mais ça reste quand même important en termes de nombre de clubs. Alors ensuite, sur la deuxième question, euh, euh, Florian, c'était au sujet de oui, les différences significatives au sein de l'Union européenne et des pays d'Amérique du Sud. Alors là, comme on est encore en phase de collecte, et pour répondre aux attentes du webinaire, on a comparé Amérique du Sud et Europe. Là, l'objectif, bien évidemment, c'est d'aller encore plus en profondeur de façon à comparer les, bah,
peut-être des différences significatives et des similarités entre les pays sud-américains et entre les pays européens, mais ça, on n'est pas encore rentré assez dans le détail de la base, mais c'est possible, effectivement. Et la troisième question, Florian, La troisième question, c'était sur la recherche de sponsors qui est de plus en plus difficile eu égard à la situation économique et quelles autres sources de financement pour les clubs et avec la remarque de Guillaume sur les 90% de têtes Mhm. de réseau qui veulent Oui. élargir contre 7% des clubs. Alors en fait, je vais le dire comme je le pense, le sponsoring, le mécénat en dehors de certains clubs, c'est quand même pas le commun du club français, hein. Le club français, il est basé sur un modèle qui est celui qui date déjà depuis quelques années maintenant. C'est l'adhérent, quoi, hein, la personne qui a pris une licence, qui paye le montant de sa licence, et puis après on va chercher de la subvention, voire on se base que sur le licencié. Et donc la recherche de sponsors et de mécénat, elle est quand même pas très fréquente dans beaucoup de clubs, parce que comme le disait très justement Guillaume, on a quand même beaucoup de clubs qui ont un nombre très petit de membres. Donc on se base sur le membre pour financer l'association et on va aller chercher de la subvention parce qu'on va aller montrer à la collectivité que on joue un rôle dans l'éducation et au niveau social et sociétal. Donc ça veut dire que on n'est pas trop dans la recherche de sponsors et je l'ai vu, on le voit au niveau de l'Amérique du Sud, hein, si vous regardez la distribution des revenus, le sponsoring, le mécénat, c'est pas quelque chose qui est développé également. Donc qu'est-ce qu'on va aller chercher? Bon, on va aller chercher d'autres revenus à travers des événements sociaux, hein, la fameuse kermesse, la fameuse buvette, la fameuse le loto du club. Donc on est sur des recettes de ce type-là, hein, ce qu'on appelle les événements sociaux du club. Et puis on va aller essayer d'aller chercher d'autres ressources auprès, là encore, d'acteurs en vendant par exemple des prestations. Et on commence à voir des clubs européens qui proposent des prestations, bon, ils restent encore minoritaires, mais à des entreprises, à des acteurs, par exemple les maisons sport santé, où le club vient, ou pour les centres aérés, va proposer une offre de service. Et donc là, comme le disait très justement Guillaume, il y a une bascule qui est en train de se faire vers, ben, je passe de j'ai une mission sociale et sociétale à j'ai aujourd'hui une offre de service et donc je me comporte un petit peu comme un prestataire de services privé. Merci beaucoup. Alors, on va prendre vraiment encore 2 minutes pour une dernière série de questions donc, qui sont plutôt adressées Guillaume. La première, euh, les services civiques ne jouent-ils pas un nouveau rôle dans l'organisation des associations avec moins de contraintes, plus de flexibilité qu'un salarié? Première question. Deuxième question, pour les subventions, les mairies demandent aux associations, alors on a commencé déjà un petit peu à y répondre, de plus en plus d'offrir des prestations pour des publics des quartiers, des personnes en situation de handicap, animation des centres de loisirs pour avoir plus de financement. Qu'en pensez-vous? Moi, ce que j'entends derrière la question, c'est faut-il répondre? Et comme en témoigne d'ailleurs dans le chat l'association Cap Atouage 80, on a commencé à utiliser ce levier de diversité de programmes pour mieux répondre aux besoins des pratiquants, augmenter nos ressources. On a 300 licenciés seniors uniquement. Et du coup, on met en place une démarche d'utilité sociale et ça vient structurer notre évolution socio-économique. Mais ce que j'entends en question, c'est est-ce que finalement, est-ce qu'il faut répondre ou est-ce qu'il ne faut pas aussi hésiter? Parce que peut-être que c'est trop demandé aux associations, voire que c'est dénaturer leur projet. Et puis une toute dernière question, certains clubs font appel à des audits externes pour améliorer leur gouvernance et leur budget. Qu'est-ce que vous en pensez? Et le tout en 3 minutes, top chrono, puisqu'on a déjà atteint notre horaire limite. Parfait. Je vais faire le challenge en 3 minutes. Alors, pour le service civique, le rôle qu'ils doivent avoir, ça peut effectivement être un apport important dans une association, mais toujours garder à l'esprit que ce sont des jeunes gens qui doivent être encadrés, qui doivent avoir une mission qui est déjà rédigée, écrite et qui est animée par des tuteurs ou des dirigeants qui suivent au quotidien. Parce que sinon, on peut vite dérouté et finalement ce pourquoi on avait recruté un service civique ne fonctionne pas et la personne qui est venue apporter son aide
ne s'y retrouvent pas non plus. Donc ça veut dire que le cadrage est important, mais c'est vrai que c'est une ressource non négligeable pour les associations parce que ça se déroule sur plusieurs mois. Sur la deuxième question, sur les demandes des collectivités, j'ai envie de revenir au principe associatif. Donc, c'est une association à but non lucratif, de droit privé, et donc on s'engage librement et volontairement ensemble pour établir un projet associatif qu'on va déployer sur un territoire. Ça veut dire qu'on l'a décidé tout seul. À un moment donné, il est possible que nos intérêts convergent avec ceux de la collectivité sur laquelle on déploie notre offre. Donc, c'est très intéressant de se rapprocher. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit à tout coup répondre à la demande de la collectivité si ça ne convient pas et que ça risque de déformer ou de déstabiliser le projet associatif. Il faut bien réfléchir. On est dans cette forme d'appel à projet, bien entendu, pas obligé de répondre, mais on voit bien que c'est aujourd'hui la tendance qui est prise par les collectivités euh, au détriment de la subvention. Alors, dans le secteur associatif, on demande au contraire la subvention pour se sécurisé et on demande des subventions pluriannuelles pour avoir une vision à plus long terme et structurer et développer quelque chose qui sera pérenne. Donc pas obligé, mais surtout attention, on a ce principe associatif. Et troisième question sur les audits externes. Oui, alors il existe le dispositif local d'accompagnement dont j'ai rapidement parlé tout à l'heure, qui permet à des sociétés de venir intervenir. Donc ça, c'est gratuit pour les associations qui en bénéficient. Le principe, c'est quand même de jouer le jeu de la remise en question de son projet ou en tout cas de sa manière de faire. Donc c'est plutôt bien, je trouve, mais sous condition. Lesquels? D'abord, il faut que le conseil d'administration soit complètement d'accord sur son projet associatif et qu'il est capable de le connaître, de l'écrire. Est-ce qu'il est écrit déjà? Et puis de le soumettre au regard extérieur qui sera de toute façon sans complaisance. Deuxième chose, il faut bien déterminer le cahier des charges qu'on va donner au consultant qui va venir faire sa production. Euh, et bien déterminer aussi les problématiques auxquelles on souhaite avoir une réponse ou au moins un éclairage. Donc ça demande forcément un travail en amont de la part du conseil d'administration. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un conseil d'administration de compétences. Hmm. Troisième point, il faut jouer le jeu de la remise en question. Il ne faut pas cacher les choses, sinon ça sert à rien. Euh, cette remise en question, elle se fait à la fois sur le projet financier, le projet budgétaire, mais aussi sur le côté management. On fonctionne entre des dirigeants bénévoles et des professionnels avec des contrats de travail qui sont qualifiés, pour lesquels on va, quand on est dirigeant, chercher une compétence dont on ne dispose pas. Et donc là, on a un modèle qui est compliqué à faire fonctionner. Donc, il faut vraiment jouer le jeu de la remise en question, même si ça picote parfois. C'est source de détermination des pistes d'évolution. Et dernièrement, euh, une fois qu'on a les retours des consultants, il ne faut pas forcément appliquer docilement les préconisations. Il faut encore une fois avoir un débat avec le conseil d'administration sur le projet associatif. Est-ce qu'il faut effectivement faire ces modifications préconisées? Dans quelles conditions? Sur quel calendrier? Parce que tout n'est pas réalisable à un instant T. Ça veut dire qu'on peut aussi projeter dans le temps des évolutions pour qu'elles soient à la fois faciles, plus faciles, parce que c'est jamais facile, à mettre en place et à digérer par les adhérents et par ceux qui vont la faire vivre. Voilà les préconisations. J'ai fait 2 minutes 30, je pense. Merci, merci Guillaume, merci André et merci Yann pour vos interventions. Merci à tous pour vos questions et vos réponses. Et tout de suite, je passe la parole à Charles Benoît. Merci beaucoup, Florian. Good afternoon, everybody. I'm very pleased to be with you today. Um,
Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit André Calapès, parce que je pense qu'il a posé exactement la bonne question sur ce lien entre praticien et chercheur, c'est-à-dire finalement plus l'évolution est rapide, plus finalement comment praticiens et chercheurs vont partager une vision commune d'une réalité en construction est absolument structurante. Or, s'il y a bien un sujet qui mérite aujourd'hui de se poser cette question-là de l'évolution des pratiques, c'est bien cette question du faire alliance, d'une manière générale au niveau mondial, hein, c'est ce que les pays du Sud ont exigé des pays du Nord en 2015 avec le 17e objectif de développement durable. Comment allons-nous inventer ensemble ce qu'aucun d'entre nous ne peut faire, mais peut-être encore plus en France, où cette question de l'alliance n'est pas nécessairement au cœur de notre culture, et même quand nous la pratiquons, au cœur de ce que nous en conscientisons. C'est pour ça que l'étude d'impact qui a été menée entre 2018 et 2022 avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts a permis de réellement qualifier, illustrer, mesurer cette capacité du faire alliance sur les questions de performance, d'innovation et de confiance. Et les 3 cahiers de recherche qui ont été publiés avec l'Institut à ce sujet permettent de vraiment rentrer dans ce détail. Et c'est sur cette base, slide suivant s'il vous plaît, que a été depuis 2018, en parallèle de cette étude d'impact, a été mené tout un cheminement avec les acteurs académiques pour justement travailler praticiens-chercheurs avec cette dynamique-là et qui avait commencé dès 2019 avec une vision un peu systémique justement de l'agenda 2030 jusqu'à la responsabilité partagée entre les écosystèmes territoriaux, les organisations publiques et privées et les personnes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a écouté, modélisé, éclairé, coélaboré, valorisé cette capacité d'écouter. Hein. Je rappelle cette étude d'impact, 21 études statistiques représentatives à l'univers, 1000 exemples inspirants, 350 écosystèmes étudiés, 7 débats nationaux, 50 débats territoriaux. Et quelque part de ça a amené en 2023 et 2024 à se questionner comment on peut articuler finalement cette logique tout domaine, tout acteur, tout territoire, et plus particulièrement l'année dernière à se poser la question de cette articulation entre le local jusqu'à l'international, de l'international jusqu'au local. Et merci à l'IFMA de nous avoir fait une démonstration à travers le projet CESMAT de vraiment cette capacité à regarder à la fois en Europe et en Amérique du Sud les complémentarités, les différences, mais aussi les similitudes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir finalement où il y a différence, où il y a similitude, et ce n'est pas nécessairement là où on le pense. L'année dernière, slide suivant s'il vous plaît, nous avons largement réfléchi avec les 120 chercheurs avec lesquels nous travaillons dans le cadre du partenariat avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts à finalement quelle est la place des acteurs académiques dans cette transition que nous vivons tous. Et justement, encore une fois, pour faire référence à la remarquable intervention d'André Calabès, comment est-ce que quand on ne sait pas encore finalement le modèle vers lequel on va, on peut le co-construire entre acteurs académiques et praticiens. Et l'année dernière, après un séminaire de recherche que nous avons mené, 4e séminaire de recherche, en mars dernier, en octobre dernier, a été partagé lors d'un colloque à l'Association des villes universitaires de France, dont le thème était justement territoire et recherche, le fruit des travaux et notamment d'un programme qui avait été mené entre 2018 et 2024, chef de projet innovation territoriale. Comment les territoires, et notamment les petits et moyens territoires, font-ils concrètement pour associer la capacité des associations, des entreprises, des collectivités, des établissements scolaires à travailler ensemble et à trouver des solutions ensemble sur le sujet. Et l'année dernière avait été conjointement publié le même jour, d'une part lors d'un cours au Master Tag de l'ETCHUA à Saumur et d'autre part lors de ce colloque à Poitiers, à la fois une plateforme numérique coopérée efficacement et ce cahier de recherche. Quelle trajectoire socio-économique, quelle trajectoire territoriale, pardon, dans cette question où justement l'équilibre économique est déterminante et sans doute déterminé sur un point qui est rarement évoqué, mais qui est pourtant déterminant dans un modèle socio-économique, c'est l'effet de taille. Et ce qui est intéressant dans ce cahier de recherche, et je vous invite à le re-regarder, c'est que l'effet de taille se trouve à la fois au niveau des organisations, mais aussi du territoire.
Autrement dit, une grande organisation sur un petit territoire ou une petite organisation dans un grand territoire, ça n'est pas la même réalité. Or, très souvent, on regarde les effets de taille sur les organisations, on regarde les effets de taille sur les territoires, mais pas nécessairement dans cette corrélation entre la taille de l'organisation et la taille des territoires. Pour la question des modèles socio-économiques, c'est un élément complètement déterminant. Ce qui fait, slide suivant s'il vous plaît, qu'en 2025, nous avons approfondi le rôle que la recherche pouvait avoir. Donc, dans le cahier de recherche avait été évoqué le rôle de la recherche pour passer de la connaissance empirique au savoir transmissible, mais aussi celui de l'enseignement pour apprendre à piloter la complexité, c'est-à-dire à faire vivre aux étudiants et j'allais presque dire aux enseignants eux-mêmes, cette capacité de learning by doing, c'est-à-dire finalement d'apprendre en même temps que le savoir se construit. Et puis, le troisième élément qui était très intéressant dans ce cahier, c'était aussi de mettre en valeur la responsabilité sociétale des établissements, et notamment des établissements scolaires, mais peut-être aussi de l'enseignement supérieur et de la recherche, parce que quelque part, faire vivre aux étudiants la capacité d'être en lien avec son territoire, c'était aussi répondre à l'étude qui avait été menée en 2023 auprès des jeunes de 18 à 24 ans et de 25 à 30 ans qui réclamaient quelque part de construire avec leur territoire, en proximité, des réponses extrêmement concrètes face aux défis de transition auxquels nous sommes confrontés. Et donc, finalement, ce qui est très intéressant dans l'acteur académique, c'est que sa propre transformation de responsabilité sociétale se lie à son rôle, bien évidemment, principal d'enseigner, mais aussi celui de construire un savoir qui est de plus en plus en co-construction avec les praticiens. Alors pour illustrer ça, slide suivant s'il vous plaît, on avait mis en exergue un certain nombre de pratiques et notamment dans la co-construction, 3 niveaux de co-construction, ce qu'on a appelé les démarches impliquées, les démarches embarquées, les démarches passerelles. Grosso modo, les démarches impliquées, c'est comment finalement les acteurs praticiens sont impliqués dans les travaux qui sont menés, que ce soit de recherche, d'enseignement ou de responsabilité sociétale des établissements ancrés et incarnés. Les celles qui sont embarquées, c'est un peu l'inverse, c'est comment les praticiens embarquent avec eux finalement pour construire avec eux immédiatement dans leur pratique finalement la partie recherche et quelque part le rôle est inversé. Et puis la démarche passerelle, finalement, vous voyez dans la recherche, l'exemple inspirant qui avait été mis en avant, c'était bien évidemment l'Institut français du monde associatif, c'est comment est-ce que ces passerelles font le lien entre 2 réalités en cours de construction, ce qui est extrêmement intéressant. Alors si on regarde cette année le zoom qui a été donné, slide suivant s'il vous plaît, ça a été réellement de dire, puisqu'en 2018 avait été co-construit cette vision, comment on peut, en termes d'intérêt général, à la fois articuler une vision partagée, en mettant en valeur à l'époque le rôle, et toujours encore aujourd'hui, bien évidemment, cette année où nous fêtons les 10 ans de l'agenda 2030, le rôle structurant et démocratique qui est un cap et un cadre commun à l'ensemble finalement des territoires, des acteurs et des domaines d'action qu'est l'agenda 2030, jusqu'à la responsabilité des écosystèmes territoriaux, des organisations publiques et privées et des personnes de pouvoir le faire dans une gestion régulatrice finalement ensemble. Et au milieu de cela, comment est-ce qu'on invente les solutions, comment est-ce qu'elles se construisent. Et cette année, en 2025, ce qui est très intéressant, c'est que c'est cette notion de projet de territoire où justement vont converger ensemble les politiques publiques, la capacité d'engagement des hommes et des femmes à travers d'initiatives citoyennes et ou des associations et les acteurs économiques dans leur grande diversité. Comment tout cela, cette convergence fait territoire, à la fois au niveau du vision partagée, la démarche prospective intérêt général 2050 traite de cette question-là, et notamment d'une question cette année qui est la prospective de l'entreprise en 2050. Le deuxième élément, c'est comment est-ce que finalement vivent les territoires cette réalité-là. Le programme 2024-2026, Réussir ensemble la territorialisation des transitions, l'observe et accompagne 80 territoires dans le cadre du fonds ODD 17. Et puis, comment est-ce qu'on capitalise, on garde la mémoire de ce sujet, voire on normalise le sujet, puisque en 2021 avait été déposée une proposition de loi sur un
cadre de droit d'alliance d'intérêt général sur lequel est toujours à la négociation à quel moment ça doit passer au Parlement. Alors, pour être très concret, la première étape, slide suivant s'il vous plaît, c'est vraiment de faire l'état des lieux de la notion de commun et des apports de la recherche empirique, à la fois sur la question des récits, pour avoir une vision partagée, à la fois des boussoles d'action sur les trajectoires de performance, d'innovation et de confiance, et puis sur finalement comment on peut nourrir à travers des modes d'action et des retours d'expérience extrêmement concrets à partir de la pratique de terrain, des éléments qui permettent à chacun de pouvoir agir au quotidien. Et je reviens un instant sur la vision partagée. Il est bien évident qu'il est important de faire un récit avec les institutions, de la même façon qu'il est important de faire un récit avec les organisations, et je pense notamment les organisations publiques et privées pionnières, mais aussi avec ce cheminement des acteurs académiques, d'où je reviendrai, mais le 5e séminaire de recherche qui sera organisé le 25 septembre prochain avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Et cette logique-là de pouvoir à la fois nourrir la vision, les capacités d'action en donnant des repères à chacun, des boussoles de positionnement à chacun et en permettant de partager les pratiques finalement qui ont été largement éprouvées. Je rappelle que notre recommandation, donc, dès qu'il s'agit de recherche empirique, c'est qu'il y ait au minimum 7 ans de pratique. Pourquoi? Parce que sinon on est un peu dans l'air du vent. Hein. Il faut qu'il y ait une pratique qui soit ancrée, incarnée, solide. Sinon le risque, c'est un peu comme les médicaments. Hein. C'est un principe de médicament, c'est pas moins de 10 ans après la preuve des effets thérapeutiques, c'est pour regarder quels sont les effets induits, parce qu'on peut croire avoir une belle solution sans avoir compris qu'il y avait des effets pervers induits derrière le sujet. Et cette année particulièrement, slide suivant s'il vous plaît, la question majeure, c'est de travailler sur comment on peut aller vite, mais aller vite, ça veut dire aller avec des valeurs, en privilégiant un impact et des trajectoires durables et inclusive, et donc comment on le fait ensemble. Et après tout le travail qui a été un peu de qualification de cette dynamique et cette émergence des mouvements de co-construction qui a été modélisé depuis 2023 suite à 14 ans de travaux de recherche empirique, eh bien la question aujourd'hui c'est comment on accélère en étant capable d'articuler la façon d'agir, c'est-à-dire de penser avec un A le monde d'aujourd'hui, les fragilités d'aujourd'hui, mais aussi d'explorer, c'est-à-dire de penser avec un E cette fois-ci, le monde de demain. Et pour pouvoir le faire, à travers les acteurs académiques, à travers les acteurs économiques, 4 types d'acteurs économiques, 4 types d'écosystèmes sont particulièrement étudiés cette année. Les acteurs publics, nationaux, territoriaux, les acteurs paritaires, le paritarisme de gestion, on parlait des centres sociaux tout à l'heure, joue un rôle extrêmement important parce que on sait bien que les centres sociaux sont financés par la CNAF, qui est un organisme paritaire, hein, qui n'est ni public ni privé, qui est un entre-deux depuis 70 ans, qui est le paritarisme de gestion, les acteurs économiques dans leur grande diversité, et notamment comment est-ce qu'on rencontre les responsabilités sociétales sectorielles avec l'engagement territorial qui ancre et incarne cette dynamique économique au plus près des territoires. Et puis bien évidemment, quatrième, last but not least, comme diraient nos amis anglais dans la traduction, c'est bien évidemment les acteurs d'intérêt général, associations et fondations. Alors, peut-être 4 chantiers qui ont été engagés cette année et qu'on voudrait partager. Slide suivant s'il vous plaît. C'est bien évidemment la poursuite de l'état des lieux de l'Observatoire des partenariats qui capitalise et produit de la connaissance, anime le savoir et outille les acteurs. Et je voudrais insister cette année, après en 2023 avoir écouté les jeunes, hein, fait parler les jeunes pour que ce soit les jeunes qui parlent et on ne parle pas pour eux, mais que ce soit vraiment eux qui posent les questions. L'année dernière, c'était les élus locaux au moment de Salon des maires où une étude représentative à l'univers a été présentée. Et cette année, nous avons une étude pilote sur tendance et fragilité économique. Elle est lancée, elle est en cours. Nous invitons tout le monde à répondre, quel que soit l'acteur économique et son statut, hein, les statuts économiques dits classiques, mais aussi, bien évidemment, tous les statuts de l'ESS sont invités à répondre, puisque c'est la question de l'économie de sa maison nous concerne tous, et c'est pour savoir aujourd'hui où nous situons-nous dans les tendances et les fragilités économiques. Petit élément intéressant sur cette étude, c'est que nous avons repris le même questionnaire que celui de 2020. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de pouvoir constater
par rapport à 2020, où nous l'avions fait en juin 2020, donc vous imaginez, juste à la sortie de la crise de Covid, finalement, qu'est-ce qui est comparable dans les fragilités constatées et dans les capacités à relever ensemble des solutions. Deuxième élément important cette année, slide suivant s'il vous plaît, c'est la question, slide suivant s'il vous plaît, c'est la question de finaliser la modélisation du savoir, la plateforme piloter l'innovation sociétale à travers les 7 savoir-faire qui ont été capitalisés durant ces 20 dernières années est maintenant finalisée. Nous avons demain avec Yann Uliac un cours dans le cadre du programme européen Social Impact Manager, un cours à la Sorbonne, Panthéon-Sorbonne, en partenariat avec ESS France. Comment est-ce que justement on fait reconnaître et on outille les pratiques en émergence pour ces nouvelles formes finalement de gestion de l'intérêt général, de gestion des innovations qui nous concernent tous. Et bien évidemment, cette dynamique est au cœur du sujet. Et vous voyez sur ces sujets que derrière les 7 compétences qui sont demandées, celle du milieu, c'est vraiment celle de pouvoir transformer son modèle socio-économique, et trajectoire socio-économique qui porte depuis 2020 ces webinaires mensuels est bien évidemment au cœur du sujet. Il n'y aura pas de développement de nouveaux modèles sans une économie au sens premier du terme du mot économie, c'est-à-dire l'équilibre de la maison. Ça n'est pas la question de la financiarisation, encore moins celle de la marchandisation. L'équilibre de la maison est différent. L'État n'a pas le même modèle que les collectivités territoriales, que les associations, que les entreprises ou que les familles. Il faut absolument reprendre la compréhension de la diversité de nos modèles socio-économiques. Encore 2 éléments rapides avant de passer la parole sur l'actualité du mois. Slide suivant s'il vous plaît. Le point qui est sans doute essentiel, c'est comment on valorise les savoir-faire en émergence. Parce que on sait accompagner la découverte, la sensibilisation d'un sujet. Ça, c'est facile, pédagogiquement parlant. On sait aussi former, d'une formation aux fondamentaux jusqu'au syllabus dans les meilleures écoles et universités. On sait faire. Mais comment on valorise des pratiques dont le savoir n'a pas encore été modélisé ? Et ça, c'est les parcours expérientiels qui ont été co-construits dans une pédagogie extrêmement innovante que nous avons conçue avec Sciences Po et AgroParisTech sur à la fois l'innovation territoriale, l'hybridation des modèles économiques, sur la question des nouvelles coopérations, permet de partir de sa propre expérience pour tirer les enseignements de sa propre expérience pour savoir comment les valoriser. Et ça, c'est un élément qui est déterminant. Nous ne pouvons pas, sur des savoir-faire en émergence, calquer des modèles qui ne sont plus adaptés à la réalité que nous vivons. Et comme nous ne sommes pas encore capables de modéliser les résultats de demain, il faut attendre dans cette logique-là de pouvoir valoriser les pratiques et pouvoir le faire. Je vous invite à lire la note de Cécile Cotte et Laurent Lély à l'issue du programme chef de projet innovation territoriale sur l'émergence de ces nouvelles pratiques. Elle est absolument passionnante et elle nous explique tout. C'est là aussi, et ce qui explique aussi qu'en 2021, lorsque nous avons déposé la proposition de loi d'expérimentation d'un droit d'alliance d'intérêt général, nous insistons sur la notion d'expérimentation. Nous ne savons pas encore ce que doit être un droit d'intérêt général. Il faut d'abord en expérimenter à grande échelle les pratiques avant de vouloir le faire. Et pour cela, que ce soit pour les compétences ou pour le droit, je nous invite à avoir le même sagesse que dans le chemin du médicament qui sait mettre des éléments qui permettent de pouvoir valider étape par étape le process. Dernier point, me semble-t-il, dans la présentation, slide suivant s'il vous plaît. Avant-dernier point, c'est bien évidemment accélérer les transitions territoriales. Je vais très vite là-dessus parce que je vous invite à venir avoir les résultats de l'écoute des 81 territoires le 1er juillet prochain lors de la 11e rencontre des pionniers des alliances en territoire. Vous verrez, et je ne veux pas déflorer ce que je présenterai en avant-première le 1er, mais vous verrez que quelque part, il est très intéressant lorsqu'on écoute les acteurs de pouvoir partir de ce premier kilomètre des besoins, des ressources et des envies d'engagement pour pouvoir déterminer quelles sont les solutions adaptées et de sortir de la logique de
pousser comme on peut le dernier kilomètre des solutions. Non, il faut partir du premier kilomètre des besoins, de la capacité des territoires à inventer des solutions et les articuler après, bien évidemment, avec le dernier kilomètre des solutions. Il ne sert à rien de pousser, il faut d'abord partir de l'enracinement des projets et c'est ça qui est essentiel. Et dernier point, et je m'en arrête avant de repasser la parole à Yann Uliac pour la présentation de l'actualité de la semaine. Slide suivant, s'il vous plaît. Vous êtes tous invités cordialement le 25 septembre, à la fois pour fêter les 10 ans, bien évidemment, de la signature de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, mais aussi pour partager les fruits du 5e séminaire de recherche sur la co-construction du bien commun, qui aura comme thème créer de la valeur en commun et qui sera suivi le soir même par une soirée conférence sur quel est le rôle des acteurs académiques pour justement créer cette valeur en commun, sachant que nous aurons entre-temps entendu la restitution de l'étude Tendance et fragilité économique de l'Observatoire des partenariats. Répondez, je vous prie, à cette étude et surtout que ce soit une diversité des profils des acteurs économiques qui y répondent. Deuxième point, le lancement du référentiel Valoriser l'action en commun. Comment on évalue non pas l'acteur, un acteur, mais un ensemble d'écosystèmes. Ça, c'est un élément totalement déterminant. Et puis, nous aurons, par nos amis de la Société française de prospective et Newman Co., une remarquable présentation de la prospective de l'entreprise de demain. Elle a déjà été présentée dans le cadre du suivi de la démarche Intérêt Général 2050. Je vous invite vraiment à venir écouter la Société française de prospective et Human Co. présenter cette vision de l'entreprise de demain en 2050, tout à fait passionnant. Et nous aurons en introduction de ces 3 séquences la ministre qui viendra rappeler à quel point tout cela ne doit pas se faire pour les jeunes, mais avec les jeunes, ce qui fait en sorte que le séminaire de recherche sera introduit en direct de Chartres par les jeunes du Master TAC Territoire, Attractivité et Créativité de l'école des TUA de l'Université d'Angers qui viendront nous dire, après avoir écouté pendant une semaine et exploré cette capacité de co-construire à Chartres, finalement, le vivre ensemble de demain, eh bien, qu'est-ce que les gens en pensent? Parce que le plus important d'entre tout ça, c'est que ce soit eux qui portent avec nous et à côté de nous et ensemble la capacité de construire des projets de territoire qui nous embarquent tous. Merci bien, Charles Benoît. Vous pourriez passer la slide suivante, s'il vous plaît? Et encore d'après. Parfait. Donc, ravi de vous présenter les actualités du mois qui se déclinent de la semaine des jeudis de l'ODD 17 à l'année, notamment un petit clin d'œil au prochain numéro du dossier modèle socio-économique de Juris Association qui sera publié au mois de juillet. Slide suivante, s'il vous plaît. En juin, je vous le disais en introduction, l'actualité portait sur la transition écologique, avec tout d'abord un élément très concret, c'est la fiche qui permet d'avoir une vision 360 de ces domaines, pilotée par l'Observatoire de partenariat, avec 3 parties. Tout d'abord, un éclairage au niveau des ODD, avec les fiches du comité 21, qui illustre finalement le pilotage de l'intérêt général au cœur des territoires. Un deuxième élément de témoignage concret, de retour d'expérience, qui montre le panel des solutions qui existent au plus près des territoires, notamment dans le cadre de la série de webinaires de la plateforme Trajectoire socio-économique et du podcast scénarisé avec le journaliste Patrick Longchamp, et également des données avec des ressources pour prendre de la hauteur, en profondeur, qui proviennent à la fois d'études et de données d'acteurs de référence du côté institutionnel et également du côté de la société civile. Slide suivante, je vous prie. Concrètement, au mois de juin, il y a eu la fiche défi, il y a eu également 3 étapes. Jeudi dernier, vous avez pu écouter l'interview de Raphaël Gasque, directrice générale d'une tête de réseau de référence qui a un peu plus de 50 ans maintenant, le réseau national des associations d'éducation et environnement, le UNCPIE. Cet après-midi, vous découvrirez dans quelques heures, dans le cadre des jeudis de l'ODD 17, une nouvelle fiche, une nouvelle monographie de l'ADASI qui a publié un guide avec des exemples sur les modèles socio-économiques d'intérêt général. Et dans une semaine, dans 8 jours exactement, vendredi 26 juin matin, avec Paul Maître, vous pourrez découvrir la base Impact Alliance pour
avoir un élément de regard au service de vos propres réflexions et actions de partenariat. Et écoutez Paul Maître, qui est un expert dans le domaine de l'e-santé au sein du cabinet ISIS. Slide suivante, s'il vous plaît. Et l'outil du mois a été dévoilé la semaine dernière, le 12 juin, dans le cadre des rencontres de l'association d'élus ANPP Territoire de Projet à Morlaix en Bretagne. Il s'agit d'une boussole, Agir ensemble en territoire, qui permet finalement de mieux comprendre comment se saisir de la diversité des dynamiques et des enjeux des acteurs proches de chez soi au service du pilotage finalement de la dynamique collective, quel que soit votre profil d'acteur. À noter que cette boussole a également été dévoilée en même temps auprès de la région Grand Est. Slide suivante, je vous prie. Et slide suivante. Et un dernier mot qui est une invitation à vos agendas. N'hésitez pas à rejoindre et à réserver la date du jeudi 18 septembre 2025 de 13h à 14h30. Ce sera le 50e webinaire de la plateforme Trajectoire socio-économique. Et le focus portera sur les dimensions des écosystèmes territoriaux, comment s'articule l'échelle du local, du national et de l'international, ce qui s'inscrit également en cohérence et dans le prolongement de la passionnante étude CEMASC qu'on a eu le plaisir de découvrir ensemble tout à l'heure. Donc voilà les éléments que je souhaitais vous partager. Un grand merci à vous pour votre écoute et ravi, Florian, et l'ensemble des intervenants de Charles Benoît, de vos témoignages respectifs parfaitement complémentaires et riches de profondeur et de la diversité des modèles, que l'on soit du local, en France, en Europe ou en Amérique latine. On voit bien que la situation, la réalité n'est pas exactement la même. Merci à toutes et tous. Bonne journée. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Bonne fin de journée à tous.